Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, voici les titres du JT. Le diagnostic de l'endométriose sera-t-il bientôt moins un parcours du combattant? C'est l'espoir de nombreuses femmes depuis l'annonce de l'intégration de l'endométriose dans la liste des affections longue durée. 45 animations et ateliers pour les plus jeunes et leurs parents. C'est parti pour le mois de l'enfant à Sarreguemines, comme chaque année depuis 6 ans. Un projet global pour faire le lien entre école, activités extrascolaires et famille. On ne chôme pas à Bliesbruck-Rheinheim. Pendant la période hivernale, le parc archéologique est fermé au public, mais le personnel est à pied d'œuvre pour procéder à l'inventaire des collections et améliorer le parcours de visite. 5 heures par jour plongée dans le grand bain, Aurélie Muller est de retour à Sarreguemines où elle s'entraîne auprès de Gilles Catani pour les prochaines grandes compétitions, notamment les championnats d'Europe et du monde avec Paris 2024 en ligne de mire. Le danseur professionnel Pierre-François Dolé était de passage dans sa ville natale. Artiste en résidence à Sarreguemines pendant une semaine, il a échangé avec les élèves dans les établissements scolaires et proposé une masterclass de danse au conservatoire. Et dans cette émission, on parlera aussi du CIDEM. Les élus étaient réunis hier soir en comité syndical. Alors Guillaume, tu as assisté à la séance. L'ordre du jour était chargé ? Non, ça allait. J'avais un petit peu peur parce qu'il y avait le rapport d'orientation budgétaire, mais finalement le président n'a pas lu les 43 pages du rapport. Il s'est contenté d'une synthèse, donc je suis rentré assez tôt à la maison. Et tu vas nous en faire un résumé dans quelques minutes. En ce 8 mars, on voulait mettre à l'honneur des femmes qui ne passent pas souvent à la télé. Alors vous découvrirez le portrait d'Élodie Schwalbach, agricultrice depuis une dizaine d'années. Elle est à la tête d'une exploitation qui compte plus de 200 vaches, en plus des terres agricoles, ce qui ne l'empêche pas de concilier son activité professionnelle avec sa vie de famille. Et si les femmes trouvaient aussi leur place dans les rues ? On est parti enquêter dans l'arrondissement de Sarreguemines en scrutant les plaques de rue. Constat sans appel, les femmes sont très peu présentes sur les plaques de rue. En ce 8 mars, on s'intéresse aussi aux femmes du point de vue de la santé. En France, une femme sur 10 souffre d'endométriose. Annoncée en grande pompe à la mi-janvier par le gouvernement, l'intégration de cette maladie gynécologique chronique dans la liste des affections longue durée n'est pas encore actée. Mais pour les femmes qui en sont atteintes, c'est déjà une première victoire. Cela leur redonne l'espoir d'un suivi médical plus adapté et d'un diagnostic accéléré. Les explications d'Anne-Sophie Gross. J'ai trouvé du coup tous les papiers des différents examens que j'ai faits auparavant. Prise de sang, endoscopie, coloscopie ou encore IRM. Durant 7 longues années, Justine a passé toute une batterie d'examens avant que le diagnostic ne soit enfin posé. Une errance médicale qui s'explique par les multiples visages que revêt l'endométriose. Fatigue chronique, douleurs digestives, urinaires, dorsales et cela au quotidien. Une souffrance physique mais aussi psychologique. On a l'impression de passer pour des folles et se dire mais c'est pas possible, la douleur elle est dans ma tête. Donc forcément c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois qu'on passe tel ou tel examen, on voit qu'il y a rien de spécial. Par exemple au niveau digestif, j'avais rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai? Pourtant je suis très embêtée quand je mange, j'ai des douleurs qui sont insupportables, j'ai le ventre qui gonfle comme si j'étais enceinte de 3 mois. Même une fois que le diagnostic est posé, c'est une maladie qui est très méconnue. Donc en fait les gens vont dire ah bon t'as de l'endométriose? Mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est. En effet, l'endométriose ne se résume pas à des règles plus douloureuses que la normale. Dans un cycle ordinaire, l'endomètre est évacué par le corps lors des règles. Mais pour les patientes atteintes de cette maladie, les cellules vont migrer et se fixer à l'extérieur de l'utérus. Résultat, des ramifications anormales peuvent se créer entre l'utérus et les organes à proximité. C'est ça aussi qui est très douloureux, c'est que les organes restent, au lieu d'être mobiles, ils vont rester immobiles et se figer en fait. Malgré les actions de sensibilisation des associations, cette maladie typiquement féminine a longtemps été ignorée par la médecine et les pouvoirs publics. Alors, l'annonce de son inscription sur la liste des affections longue durée est déjà une petite victoire. On a trop longtemps laissé les femmes avec le fait de dire non, c'est dans votre tête cette douleur, vous ne pouvez pas avoir d'endométriose, vous êtes trop jeune, ou la maladie, c'est une maladie à la mode. Voilà. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit c'est un problème de société et je vais mettre en place une stratégie. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Parmi les 12 critères définis dans cette stratégie gouvernementale, une meilleure formation des médecins pour diagnostiquer l'endométriose, un parcours de soins facilité et mieux réparti sur le territoire, ou encore un budget spécialement alloué à la recherche. Une promesse de progrès sur cette maladie qui touche en moyenne une femme sur 10 en France, soit environ 2,5 millions de personnes.
C'est la journée internationale des droits des femmes, mais à Sarreguemines, on n'oublie pas les enfants. Comme chaque année depuis 6 ans, au mois de mars, les enfants sont mis à l'honneur. La ville de Sarreguemines organise 45 animations et ateliers pour les plus jeunes et leurs parents. Pour les petits, c'est un moyen de découvrir une nouvelle activité, tandis que la famille peut trouver des réponses aux inquiétudes et aux questionnements et écouter des conseils. Reportage de Christelle Reviaco et Marie-Morgane Pires. Quand vous avez envie qu'il marche plus vite, par exemple, d'avoir une énergie corporelle qui a un poil plus élevé, et quand vous avez envie de ralentir, d'avoir une énergie qui est plus basse. De l'équitation pour travailler sur ses capacités sensorielles. L'éveil des sens, c'est le thème choisi par la ville de Sarreguemines pour cette 6e édition du mois de l'enfant. Si ce sont des adultes qui ont testé l'activité de la soirée de lancement, ce sont bien les plus jeunes qui peuvent profiter de tout un panel d'animation jusqu'au 1er avril. De la médiathèque au centre socioculturel, en passant par les musées, plusieurs partenaires prennent part à ces rendez-vous. C'est suite à la mise en place du PEDT, le projet éducatif territorial, que cet événement a été créé par la municipalité. Il a pour objectif de faire le lien entre l'école, les activités extrascolaires et la famille. Car les parents ont aussi leur place dans ce mois de l'enfant avec des ateliers dédiés. Il n'existe pas d'école pour les parents, il n'existe pas de formation pour les parents et je pense que chaque parent est confronté à des problèmes avec son enfant. Chaque parent, je parle là par expérience, souhaite trouver peut-être un soutien, une aide, une solution, une réponse aux questions qu'ils peuvent avoir. Certaines animations sont proposées aux adhérents des crèches et des périscolaires et d'autres au grand public, comme des spectacles et des lectures. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site de la ville de Sarreguemines. Archéologues se conjuguent aussi au féminin et elles ne chôment pas. Exemple à Bliesbruck-Rheinheim. Depuis le 31 octobre, le parc archéologique a fermé ses portes pour sa période hivernale. Mais fermeture n'est pas pour autant synonyme de chômage technique. Les employés continuent de travailler en s'occupant notamment des collections ou encore de la maintenance du parc avant sa réouverture le 15 mars prochain. Reportage de Christelle Reviaco. Le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim ferme chaque année ses portes durant la période hivernale. Pour une raison simple, la majorité des vestiges se trouvent en plein air. Et pour éviter qu'ils soient dégradés, ils sont couverts pour bien les conserver. Alors pendant que les vestiges dorment, les employés, eux, continuent de travailler. Comme Flavie, médiatrice culturelle, qui s'occupe de faire l'inventaire d'une collection un peu particulière. À la collection de sigillés ornés sur laquelle on est en train d'effectuer un travail. Qu'est-ce que c'est que la sigillée ? C'est une céramique typiquement romaine de couleur rouge qui portait très souvent la marque du potier qui l'avait fabriquée. Et elles sont ornées de scènes de chasse, de scènes de gladiateurs. Ce sont plus de 800 fragments qui ont été retrouvés à Bliesbruck sur 40 000 objets trouvés en tout sur le site. L'inventaire des collections permet de bien les connaître pour ensuite en faire des expositions. C'est justement dans l'exposition permanente à l'entrée du site que des petits boîtiers ont fait leur apparition, des thermo-hygromètres. Grâce à leurs sondes, les petits appareils permettent de mesurer la température et le taux d'humidité en direct dans les vitrines. Ces mesures sont retranscrites directement sur les ordinateurs afin de s'assurer que les objets restent dans de bonnes conditions de conservation. Et du côté des thermes, il y a aussi eu quelques changements. On a complètement rénové le système d'éclairage des thermes pour le rendre plus éco-responsable et également pour faire des économies financières. Avant, nous avions un éclairage thermique. On a remplacé toutes les lampes qui devaient être très énergivores par des LED. L'éclairage est donc plus économique mais aussi plus instructif. Les lumières vont du plus chaud au plus froid, indiquant aux visiteurs les pièces chauffées ou non des thermes où les Gallo-Romains venaient se baigner. Vous pourrez venir découvrir toutes ces nouveautés à partir du 15 mars lors de la réouverture du parc. Focus aujourd'hui sur une femme comme un poisson dans l'eau. La nageuse professionnelle Aurélie Muller est de retour chez elle. Depuis plusieurs mois, elle a retrouvé les bassins du centre nautique de Sarreguemines. Avec son nouvel entraîneur Gilles Catani, elle se prépare pour les futures compétitions. Reportage de Thibaut Desmerlet. Aurélie Muller est de nouveau comme un poisson dans l'eau. Depuis septembre dernier, la nageuse sarregueminoise s'entraîne dans les bassins de sa ville natale. Après une expérience peu concluante à Nice avec Fabrice Pellerin, Aurélie a souhaité changer de méthode de travail. Ça fait super plaisir, il y a un bon groupe, des bonnes installations, donc voilà, après c'est aussi un retour aux sources qui fait du bien entre la famille et les amis, donc c'est une bonne chose. En plus d'avoir retrouvé sa famille, la nageuse de 31 ans a retrouvé l'équipe de France et s'entraîne désormais avec Gilles Catani. Ils se connaissent depuis plusieurs années.
Aurélie vient au centre nautique 11 fois par semaine pour nager 5 heures par jour. On s'implique à 100%, que ce soit le staff administratif ou technique, ou moi en tant que technicien. Et elle s'y retrouve puisque les perfs sont au rendez-vous depuis 8-9 mois. Tout cet entraînement a un but précis. Aurélie Muller se prépare pour les futures compétitions. Là, je me prépare pour du coup les championnats du monde et les championnats d'Europe. Donc je suis qualifiée sur 5 et 10 km et l'objectif vraiment de cette année c'est de revenir, à mon meilleur niveau au niveau international. Mais elle ne s'arrête pas là. Aurélie Muller compte bien tenter sa chance pour les Jeux de Paris 2024. Un autre enfant du pays était de retour à Sarreguemines, mais seulement pour une semaine. C'est un danseur professionnel qui était de passage toute la semaine dernière, et pas n'importe lequel, Pierre-François Dolé. Après avoir rencontré les élèves des écoles de la ville, il a proposé une masterclass aux danseuses du conservatoire. Reportage de Marie-Morgane Pires. Les deux fois en tournant à gauche, d'accord ? Pas de ballotterie vers l'eau. Un professeur particulier fait face aux danseuses de l'ensemble chorégraphe du conservatoire. Pierre-François Dolé connaît d'ailleurs bien cette salle où il a lui-même effectué ses premiers pas de danse au début des années 80. Très vite passionné par cet art vivant, il a poursuivi son parcours en Allemagne où il a intégré ses premières compagnies. Il vit désormais à Paris depuis plus de 20 ans et est à la tête de la compagnie Helioskin. C'est donc un retour aux sources pour le danseur professionnel. Il a passé toute une semaine à Sarreguemines pour échanger avec des élèves des écoles élémentaires, des lycéens, mais aussi ici, au conservatoire. Je pense que la transmission, c'est vraiment extrêmement important. Quand on est artiste, quand on est danseur, on a envie de transmettre son expérience, de parler de son parcours, pour montrer que c'est possible. Parce que c'est vrai que derrière l'artiste, il y a aussi beaucoup de fantasmes, je pense, peut-être des craintes, qui sont normales pour certaines, mais moi j'ai envie de délivrer ce message que c'est possible d'être artiste aujourd'hui, c'est possible d'en vivre. Ces danseuses apprennent principalement la danse classique. Durant 3 jours d'atelier, il les a fait voyager de quelques siècles en arrière dans un style baroque. On a appris vraiment plein de choses. C'est très différent de la danse classique, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Mais la coordination, des choses comme ça, sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, on a vraiment appris plein de choses. Et puis du coup, forcément, ça va nous apporter un côté technique. C'est beaucoup de choses qui se répètent. Ces 2 chorégraphies seront retravaillées avec leur professeur de danse, Anne-Sophie Divou de Florenne, pour être présentées au grand public le 5 juillet lors du grand spectacle du conservatoire. Et on passe à la valse des chiffres, c'est l'heure de la chronique de Guillaume. Alors Guillaume, tu étais donc hier au comité syndical du CIDEM avec un gros point à l'ordre du jour, le ROB. Est-ce que ce rapport d'orientation budgétaire a pris toute la place ou bien est-ce qu'il y avait aussi d'autres sujets importants ? Quasiment, il a quasiment pris toute la place. Mis à part le ROB, il n'y a pas vraiment eu d'autres points effectivement significatifs, mais j'ai quand même décidé d'en développer 2 dans le sujet qui va suivre. Un pour parler d'une affaire qui dure et qui avance, et l'autre sous forme de clin d'œil en cette journée du 8 mars si particulière. La vente de la forêt du Gensbach devrait enfin avoir lieu. Le CIDEM souhaite se séparer de ce domaine forestier de près de 48 hectares situé à l'ouest de Morsbach. Mais avant de pouvoir vendre ce bien, le syndicat doit procéder à sa désaffection et à son déclassement en le faisant passer du domaine public au domaine privé. Les membres du conseil syndical ont donné leur accord à l'unanimité pour que ces changements soient effectués. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de s'intéresser à la répartition hommes-femmes au sein du CIDEM. Un rapport obligatoire a été présenté hier soir. Il indique notamment, sans grande surprise, qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au sein du personnel du syndicat. Elles ne représentent en effet que 27% des effectifs. Au niveau des élus qui composent le comité syndical, on remarque également que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes, comme on peut le voir sur ces images. S'il n'y a pas de questions particulières. Alors place à présent aux finances avec le ROB, le rapport d'orientation budgétaire. Alors il s'agit d'une obligation qui précède de 2 mois le vote du budget. Cette démarche en fait elle a 2 intérêts, c'est à la fois faire un point sur le passé et se projeter vers l'avenir. Du coup Guillaume, quelle est aujourd'hui la situation financière du CIDEM ?
Eh bien, ça va mieux, beaucoup mieux même, d'après l'équipe actuelle de direction. Mais sur quoi repose ce sentiment de satisfaction? Intéressons-nous d'abord au budget de 2021. Il en ressort un excédent d'exploitation de près de 4 millions d'euros. Une donnée qu'il est néanmoins nécessaire de pondérer en raison du résultat reporté. Il était de moins 15 500 000 euros en 2020. Le résultat d'exploitation positif de l'année 2021 permet d'atteindre un résultat cumulé de 11 500 000 euros. 15,5 moins 4 étant en effet égal à 11,5. Concernant le budget d'investissement, il est excédentaire en 2021 de près de 13 400 000 euros. Cela est dû aux emprunts de 13,5 millions d'euros destinés à rembourser les dettes que le SIDEM devait à ses fournisseurs. Et alors en 2022, à combien va s'élever le budget d'investissement du SIDEM ? Il devrait être équilibré à hauteur de 10 800 000 euros, mais en fait, la majorité de cette somme servira à poursuivre le remboursement de la dette du SIDEM à hauteur de près de 6 millions d'euros en 2022. C'est là le gros point noir du SIDEM, cette dette qui diminue, mais qui s'élève à un montant quand même astronomique de près de 74 millions d'euros. Il s'agit là d'un héritage des années passées que le syndicat a prévu de rembourser jusqu'en 2054 et qui va peser fortement sur les capacités d'investissement du syndicat jusqu'en 2035. Ensuite, les annuités devraient nettement baisser. Alors tu viens de le dire, ça veut dire que ce budget d'investissement va être fortement impacté par la dette. Malgré tout, en termes d'investissement, est-ce qu'il va quand même y avoir des choses concrètes, du dur de l'investissement en 2022 ? Oui, le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est a l'intention d'améliorer son centre de méthanisation Métavalor, situé à Morsbach, en faisant installer une unité de filtration membranaire et de stérilisation des digestats liquides. Un investissement d'un montant d'environ 2 500 000 euros qui devrait permettre de réaliser entre 700 et 750 000 euros d'économies par an. Pas mal. Est-ce que le SIDEM a aussi fait état d'autres points qui pourraient permettre de réaliser des économies comme ça ? Oui, il y aura des économies de TVA et des récupérations de TVA et également les effets du pacte financier signé entre le SIDEM et les EPCI membres du syndicat qui feront du bien au SIDEM. Aujourd'hui, 9 communautés de communes ou d'agglomérations sur 10 ont signé ce pacte. On n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Est-ce que le SIDEM pourrait aussi rencontrer des difficultés supplémentaires ? Oui, notamment dans le contexte actuel. L'inflation et la hausse des prix, notamment en ce qui concerne les matières premières. Le SIDEM s'attend par exemple à devoir payer l'électricité 40% plus cher que l'année dernière et le gasoil 25% plus cher. La hausse de la TGAP devrait aussi avoir un impact négatif. Voilà, j'en ai fini avec mes chiffres. Place maintenant au mot MOTS avec 2 interventions du premier vice-président et du président du SIDEM. Je ne pensais pas qu'on arriverait aussi vite à cette situation de redressement. Et donc, j'en félicite la direction. Merci. Tout n'est pas gagné, mais nous avons fait un bon bout de chemin ensemble en direction de la sortie du tunnel, comme nous l'avions prévu d'ailleurs. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas relâcher nos efforts. Eh bien, merci Guillaume pour les extraits choisis et puis pour tes explications. Dans un instant, on consacre la suite de notre émission aux femmes. Mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Plusieurs villes ici à Sarreguemines portent des noms de femmes qui ont marqué l'histoire ou qui ont un lien tout particulier avec la ville. Mais aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à un emblème de Sarreguemines qui porte le nom d'une femme, la péniche Pauline. Mais savez-vous pourquoi elle porte ce nom ? Eh bien, autrefois, un bateau à vapeur nommé Pauline servait de moyen de transport pour les matières premières nécessaires à l'usine faïencière du centre-ville depuis le moulin de la Blise. Et Pauline était tout simplement le nom de la fille de Paul Hutschneider, directeur des faïenceries. C'est donc tout naturellement que la péniche, qui est aujourd'hui la capitainerie du port de Plaisance, a repris ce nom. Et côté météo, pour demain, on conserve un ciel parfaitement bleu et un beau soleil. À côté de ça, l'écart se creuse un peu du côté des températures, avec des minimales qui pourront aller jusqu'à moins 5 degrés, mais à l'inverse, des maximales qui dépasseront les 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Françoises et il fera jour de 7h01 à 18h30. Passez tous encore une belle journée ensoleillée et à demain!
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas. Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé de les mettre à l'honneur sur notre antenne. Et nous nous sommes intéressés aux agricultrices, ces femmes souvent oubliées dans ce milieu durant de longues années. Mais aujourd'hui, elles se sont fait une place. En France, près d'un chef d'exploitation sur 4 est une femme. Et elles sont bien représentées dans le monde de l'agriculture traditionnelle. Christelle Reviaco a suivi le quotidien d'une agricultrice le temps d'une matinée. Regardez. Comment voyez-vous le travail de votre future femme plus tard dans la ferme? Qu'est-ce qu'elle fera, votre femme? Pas ce que fait ma mère, ça c'est sûr. Et parce que la femme chez nous, elle est considérée comme plutôt comme domestique. Et je crois que toute femme doit tout d'abord être mère, et puis rester féminin, quoi. Ce reportage sort tout droit des archives de l'INA. C'était il y a un peu plus de 60 ans, en 1961. C'est justement à cette date que le mot agricultrice fait son entrée officielle dans le dictionnaire Larousse. Avant, seul agriculteur apparaissait sur les pages. Cet événement souligne une réalité, l'invisibilité des femmes dans ce métier. Souvent considérées comme sans emploi ou sans profession, elles ont pourtant travaillé au même titre que les hommes à cette époque. Mais depuis cette date, du chemin a été parcouru. Elles sont reconnues économiquement, juridiquement et socialement. Aujourd'hui, elles représentent 30% des actifs permanents agricoles en France et totalisent un quart des chefs d'exploitation. Sur notre territoire, elles sont plusieurs à être à la tête de grosses exploitations, comme Élodie, agricultrice depuis une dizaine d'années. Moi, depuis toute petite, j'ai vu mes grands-parents, mes parents être agriculteurs, toujours travailler avec des animaux, travailler dans les champs et voilà.
voilà, j'ai vécu depuis toute petite dans le monde agricole. C'était une évidence pour elle de continuer dans cette voie. Accompagnée de son conjoint et de ses parents, ils sont à la tête d'une exploitation agricole comprenant 150 vaches laitières, un troupeau de 60 vaches allaitantes destinées à la production de viande et des terres agricoles. Pour s'occuper de tout ce beau monde, ça demande du temps. La journée commence tôt. Pendant que les enfants dorment, Élodie enfile sa tenue d'agricultrice. Mais dès qu'ils sont réveillés, elle délaisse sa combinaison et rejoint Rémi et Amélie. Des moments qui sont précieux pour elle. On essaye autant qu'on peut, quoi. Entre les différents travaux. Mais bon, il y a quand même beaucoup dehors, mais on arrive quand même à faire du bon moment. Passer du temps avec ses enfants demande de l'organisation, la charge de travail sur exploitation étant importante. Mais concilier les deux n'ont jamais été un problème. Avec son conjoint Anthony, ils s'accordent ensemble. Après, on est tous les deux dans la même barque, l'un comprend l'autre, l'autre comprend l'un. Donc si le soir on ne rentre pas tout de suite parce qu'il y a les travaux dans les champs ou à droite à gauche, on est tous dans la même aventure, quoi. C'est donc un travail d'équipe, mais aussi un travail en famille. Le rôle de l'un est aussi important que l'autre. Chez nous, pour mon cas, il n'y a pas de grande différence qui est faite entre les hommes et les femmes. On est 2 femmes, 2 hommes, et on roule aussi bien au tracteur, on porte des seaux. L'équipe est sur le même piédestal et chacun a ses qualités. Être une femme dans le monde agricole peut être un avantage sur plusieurs points. Des fois, plus de sensibilité et par rapport à certaines situations. On arrive des fois à mieux relativiser et à freiner, on va dire, certaines situations. On est plus minutieuse aussi parfois pour certaines choses. Dans ce métier, aucune journée ne se ressemble. Pour mener à bien les différentes tâches, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut être polyvalent, autonome, savoir gérer les imprévus, soigner les animaux ou encore gérer l'exploitation. Un travail au quotidien qui demande beaucoup d'implication. Mais aujourd'hui, la femme, elle peut très bien être chef d'entreprise comme n'importe quel homme, hein. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est des entreprises à gérer. Mais il reste des écarts de salaire. Pour les salariés dans l'agriculture, les femmes sont payées 5% de moins. Ce sont chez les chefs d'exploitation que des progrès sont encore à mener. Selon une étude réalisée en 2016, une femme chef d'exploitation gagne 30% de moins qu'un homme. Mais la profession est loin d'être la plus en retard en France. Il y a d'autres secteurs bien plus en retard. Les femmes dans les rues. En France, à peine 5% des rues et 2% des boulevards et autres avenues sont baptisés du nom d'une femme. Nous avons mené l'enquête au niveau de l'arrondissement de Sarreguemines et vous allez le voir, on est loin du compte. Elles sont si présentes que l'on n'y prête plus attention. Ces plaques indiquent aux passants la rue dans laquelle ils se trouvent. Mais au-delà de leur utilisation géographique, elles sont un bon indicateur de la société actuelle. On y retrouve des lieux, des plantes ou animaux, mais aussi des noms de personnages, historiques ou non. En cette journée des droits de la femme, faisons ensemble le tour de la présence des femmes dans les noms de rues de l'arrondissement. Sur l'ensemble des communes, 51 mettent en avant une personne ou un personnage dans leur dénomination de rue. Quand il s'agit de femmes, ce nombre tombe à 20. Et puis on note aussi que parfois ces rues consacrées à des femmes illustres sont des impasses ou des endroits nouveaux assez reculés. La logique veut que ce soit Sarreguemines, la commune de l'arrondissement affichant le plus de noms de rues féminins. La ville en compte 13, mais proportionnellement au nombre de rues de la commune, c'est Rohrbach-les-Bitches qui l'emporte haut la main avec ses 5 rues. Dans un grand nombre de cas, nous avons affaire à des références religieuses avec des rues Notre-Dame, plusieurs saintes comme Sainte-Catherine, Sainte-Barbe ou Sainte-Geneviève ou encore Sœur Perpétue à Sarreguemines. Jeanne d'Arc est aussi présente dans plusieurs communes et en particulier dans le pays de Bitche. Parmi les femmes de la société civile et de l'histoire récente, on en dénombre en tout et pour tout 12. Du côté des scientifiques, Marie Curie a sa rue à Bitche, Rohrbach-les-Bitches ou Sarreguemines, et sa fille Irène Joliot-Curie, chimiste de renom, est représentée à Ambach, mais impossible de mettre la main sur la plaque. L'écrivain Georges Sand a quant à elle sa rue à Rémerin-les-Putelanges, très loin du centre-bourg, au bord de l'étang. Simone Veil et Anne Frank ont leur adresse à Rohrbach, dans une toute nouvelle extension de la commune.
Reste que parfois, ce sont des femmes beaucoup moins célèbres qui sont ainsi mises en avant. On retrouve ainsi un beau trio d'aviatrices à Sarreguemines par exemple. On retiendra aussi la sarregueminoise d'origine, Marianne Oswald, non loin de la zone commerciale de Neunkirch. Alors Marianne Oswald s'appelle en réalité Sarah Bloch parce qu'elle est la fille d'un père lorrain et d'une mère alsacienne, mais d'origine juive. Et donc elle est née à Sarreguemines, puisque ses parents vivaient à Sarreguemines à cette époque, quand elle est née en 1901. Et elle est ensuite devenue, à partir des années 20 déjà, une chanteuse et présentatrice de music-hall, etc. Donc elle s'est bien sûr installée à Paris. Il fallait bien sûr monter à la capitale pour percer dans le métier du show business de cette époque-là, donc comme dit dans les années 20-30. D'autres sont connus plus localement, comme Marie Neuil à Petit-Réderchin, fondatrice de Fermoba, qui a son impasse avec vue sur le bâtiment de sa société. Et pour finir, bienvenue à Richelin, avec son impasse de la Petite Reine. Mais là, il n'est plus question de personnages féminins. Et si aujourd'hui au moins les femmes étaient traitées comme des reines? Je vous laisse méditer. Très bonne journée à toutes.